Bonjour, je suis le docteur Geoffroy Robin, je travaille au CHU de Lille et je vais vous présenter donc le travail que j'ai réalisé avec le docteur Plouvier, le docteur Delessal et le docteur Roland concernant la réponse à une question dans le cadre des recommandations pour la pratique clinique en contraception. Le but de cette question était de définir les modalités de la contraception hormonale en pratique en dehors de la contraception intra-utérine. Au cours de cette présentation, on va évoquer trois sujets, les différentes méthodes de contraception hormonale et proposer quelques recommandations les concernant. Puis on évoquera ensemble la problématique de l'initiation de la contraception hormonale et enfin la gestion des principaux effets secondaires attribuables aux contraceptifs hormonaux. Concernant la contraception œstroprogestative, elle existe sous trois formes. La forme orale, qu'on appelle communément la pilule œstroprogestative, la forme vaginale et la voie transdermique. Toutes ces contraceptions, quelle que soit leur voie d'administration, ont une efficacité équivalente. En revanche, on sait que les différentes contraceptions œstroprogestatives n'ont pas le même niveau de risque vasculaire et notamment le même niveau de risque thromboembolique veineux. Première recommandation, qui est une recommandation de grade A, on considère que les contraceptions orales deuxième génération qui contiennent du lévonorgestrel et celles de troisième génération qui contiennent du norgestimate ayant un niveau de risque thromboembolique veineux équivalent peuvent être recommandées en première intention chez les patientes qui souhaitent s'orienter vers les formes orales de contraceptifs œstroprogestatifs. Pour ces œstroprogestatifs, ce sont aussi des méthodes qui permettent d'obtenir assez facilement une aménorrhée thérapeutique. Et donc dans les situations médicales, par exemple dans l'endométriose, chez les patientes qui souffrent de dysménorrhée invalidante ou de ménorrhagie fonctionnelle ou encore de migraine cataméniale, on va pouvoir proposer d'administrer cette contraception œstroprogestative en continu afin d'obtenir une aménorrhée thérapeutique. Et cette aménorrhée thérapeutique pourra également être proposée, elle ne sera donc pas thérapeutique, à visée de convenance personnelle. Et ça, c'est une recommandation de grade B. Pour la contraception progestative, pareil, trois formes, la forme orale, les micropilules, l'implant sous-cutané et la forme injectable, qui est donc un macroprogestatif trimestriel. Aujourd'hui, il n'y a pas de recommandation spécifique concernant la forme orale dans ce topo, puisqu'on n'a pas de différence en termes de grossesse non prévue. Et enfin, pour l'implant, on a deux recommandations importantes. La première, c'est que l'implant, en tant que contraception longue durée d'action et réversible, peut être proposé au même titre que les contraceptions intra-utérines chez toute femme qui souhaite une contraception très efficace et peu contraignante en termes d'observance. Et enfin, élément important, on sait maintenant que chez les femmes qui utilisent l'implant et qui sont obèses, lorsque l'on mesure les taux d'étonogestrel dans le sang au cours de la troisième année d'utilisation, ces taux sont tout à fait suffisants pour assurer une efficacité contraceptive et que donc, contrairement aux idées reçues, on a maintenant validé avec un niveau de grade B qu'il n'y a pas lieu de proposer de changement anticipé de l'implant contraceptif aux patientes obèses et il sera donc changé tous les 3 ans, quel que soit l'indice de masse corporelle des patientes. Quand va-t-on pouvoir initier une contraception hormonale? Eh bien, lorsqu'on initie une contraception hormonale dès le début du cycle, dès le premier jour des règles, l'efficacité va être immédiate. On peut aussi commencer cette contraception hormonale à n'importe quel moment du cycle, c'est ce qu'on appelle la méthode du quick start. Et aujourd'hui, on sait que ces deux méthodes ont une efficacité contraceptive équivalente. Lorsque l'on va donc proposer une initiation en quick start à une patiente qui le souhaite pour gagner du temps dans l'efficacité contraceptive, il faudra mettre en place toutes les informations qui s'imposent, s'assurer de l'absence de grossesse préexistante et de proposer surtout une méthode de contraception barrière pendant 7 jours pour laisser le temps à cette contraception hormonale d'être efficace. Maintenant, les principaux effets secondaires des contraceptions hormonales. Vous avez les métrorragies, un vrai problème, notamment avec les contraceptions progestatives. Ces métrorragies sous contraception hormonale peuvent être liées soit à une mauvaise observance, soit éventuellement à des pathologies gynécologiques qui peuvent être des polypes utérins, des fibromes, des infections génitales, mais surtout ça peut être lié, c'est le cas mais qui va rester un diagnostic d'élimination, ça peut être lié à un déséquilibre entre guillemets hormonal qui va induire un trouble de la trophicité de l'endomètre qui va être lié au progestatif présent dans ces contraceptions hormonales. On appelle ça communément une métrorragie par atrophie endométriale, même si en réalité ce n'est pas une atrophie au sens histologique du terme à tous les coups. Aujourd'hui, avec un niveau accord professionnel, nous recommandons donc d'effectuer un interrogatoire et un examen complet en présence de métrorragie sous contraception hormonale et des examens cliniques paracliniques pourront être prescrits en fonction des données cliniques. Et enfin, chez les patientes qui ont des problèmes d'observance et qui saignent probablement parce qu'elles oublient de prendre leur comprimé de contraception hormonale, il faudra réaliser un test sanguin de grossesse pour s'assurer de l'absence de grossesse débutante.
Si les métroragies surviennent sous contraception œstroprogestative et qu'elles évoluent depuis plus de 3 mois, on va donc proposer aux patientes éventuellement de modifier cette contraception œstroprogestative, soit en augmentant la dose d'œstrogène, soit en changeant de progestatif et en proposant par exemple des progestatifs de 3e génération, soit en passant sur des formes extraorales œstroprogestatives. Il est absolument inutile de changer le dosage du progestatif ou de proposer des formes ou triphasiques pour améliorer la tolérance cyclique, et c'est une recommandation de grade C. Concernant les métroragies sous progestatif, aujourd'hui, il existe très peu de traitements qui ont été bien évalués. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les œstrogènes, le tamoxifène, la mifepristone, les cyclines, ce sont des antibiotiques mais qui exercent une action inhibitrice des métalloprotéases. Et bien, toutes ces méthodes ont été testées dans des études randomisées mais de très faible effectif. Et donc aujourd'hui, on a un très faible niveau de preuve et la balance bénéfice-risque de ces traitements, même en prise ponctuelle, n'est pas bien évaluée sur le long cours. Donc, avec une recommandation de niveau accord professionnel, nous avons dit qu'en l'absence d'efficacité démontrée, il n'était pas recommandé d'associer un traitement œstrogénique ou tout autre traitement médicamenteux pour traiter des métroragies sous contraception progestative. Lorsqu'une patiente présente une acné, alors même qu'elle n'en avait pas avant de commencer sa contraception hormonale, il va falloir proposer des alternatives. Cette situation va être plus fréquente chez les patientes qui prennent des contraceptions microprogestatives. En revanche, chez les patientes qui prennent des associations œstroprogestatives, c'est plus rare. Et aujourd'hui, il n'existe aucune donnée dans la littérature qui ait évalué la stratégie thérapeutique et d'éventuelles modifications contraceptives chez des femmes qui ont un œstroprogestatif et qui développent un problème d'acné sous cette contraception. Du coup, nous avons proposé 2 recommandations de niveau accord professionnel. La première est qu'en cas de survenue d'une acné sous contraceptif de 2e génération, il semble logique de proposer l'association éthényl-estradiol-norgestimate qui a à la fois l'AMM en contraception en français et l'AMM pour le traitement de l'acné. Et enfin, en cas d'échec de ce nouveau contraceptif hormonal, de proposer le recours à d'autres œstroprogestatifs et surtout de discuter le recours à un avis dermatologique pour mettre en place des traitements spécifiques de l'acné. La prise de poids sous contraception hormonale est une véritable angoisse qui est montée par les médias et qui inquiète énormément les femmes lorsqu'elles vont initier une contraception hormonale. Docteur, vais-je prendre du poids? Vais-je grossir avec ma pilule? Vais-je grossir avec mon implant? La réponse est non. Aujourd'hui, toutes les données qu'on a confirment que les contraceptions hormonales ne sont pas associées à une prise de poids significative. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, mais on observe autant de prise de poids que de perte de poids ou que de poids stable chez les utilisatrices des contraceptifs hormonaux. Sauf avec 2 méthodes, l'implant et l'injection trimestrielle macroprogestative d'acétate de méthoxyprogestérol, où on observe plutôt 40% de prise de poids chez les utilisatrices à 1 an d'utilisation. La recommandation de niveau accord professionnel est donc qu'en cas de prise de poids importante sous contraception hormonale, il est surtout nécessaire de faire un bilan médical pour éliminer une autre cause, et notamment la recherche d'une dysthyroïdie ou d'un trouble métabolique qui expliquerait cette prise de poids avant de l'attribuer à la contraception hormonale. La migraine est considérée comme un facteur de risque d'AVC ischémique. Les céphalées sous contraceptifs hormonaux vont donc être le marqueur d'un risque vasculaire artériel qui vont nécessiter une prise en charge adaptée. Par ailleurs, on sait que la maladie migraineuse, et notamment les migraines cataméniales, ont une très forte hormonodépendance. 2 recommandations de grade C. La première est que toute femme qui va présenter des migraines de novo, c'est-à-dire qu'elle n'était pas migraineuse et qu'elle devient migraineuse en prenant une contraception œstroprogestative, ou alors que sa maladie migraineuse s'aggrave, ça nécessite l'arrêt de cette contraception œstroprogestative. Par ailleurs, pour le cas particulier des femmes qui ont des migraines menstruelles sans aura ou migraines cataméniales, eh bien pour ces patientes, lorsqu'elles vont arrêter, quand elles vont être dans la période d'intervalle libre sans hormones entre les plaquettes d'œstroprogestatifs, il va y avoir chez ces patientes-là le déclenchement de céphalées migraineuses. Eh bien pour bloquer le mécanisme, nous recommandons avec un niveau de grade C de prendre l'association œstroprogestative en continu afin d'obtenir une aménorrhée thérapeutique. Pour les patientes qui ne souhaitent pas être en aménorrhée, ou alors pour les patientes qui, en prenant ces pilules ou cet œstroprogestatif en continu, se mettent à avoir des métroragies, eh bien on pourra proposer de continuer l'administration cyclique des œstroprogestatifs et de donner pendant la période d'intervalle libre sans hormones de fortes doses d'œstradiol naturel par voie transdermique. Les troubles de la libido et ou de l'humeur, là encore, extrêmement montés en épingle par les médias.
Aujourd'hui, les données de la littérature sont extrêmement complexes et très hétérogènes et on n'a aucune preuve solide qui permette d'affirmer que l'utilisation d'une contraception hormonale soit un facteur de risque de développer des troubles de la libido et ou de l'humeur. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, mais on ne peut pas considérer aujourd'hui que c'est un vrai facteur de risque. Donc deux recommandations de niveau accord professionnel devant la pauvreté de la littérature, c'est que tout trouble de l'humeur et ou tout trouble de la libido sous contraceptif hormonal doivent être explorés par un interrogatoire et surtout évaluer les aspects psycho-affectifs de cette plainte avant de discuter, éventuellement en parallèle d'ailleurs, un changement contraceptif. Je vous remercie de votre attention.